C'est dans les locaux du CERN qu'un chercheur britannique dénommé Tim Berners-Lee inventa le web en 1989. À l'origine, le projet baptisé World Wide Web a été conçu et développé pour que des scientifiques, travaillant dans des universités et instituts du monde entier, puissent s'échanger des informations de manière instantanée. Le 6 août 1991, Tim créait et hébergeait sur son ordinateur personnel la première page web de l'histoire, afin de présenter au monde entier le vaste projet sur lequel lui et ses équipes avaient passé tant d'années. 30 ans plus tard, on dénombre presque 2 milliards de pages web, et il y en a vraiment pour tous les goûts. Quels que soient vos centres d'intérêt, qu'ils soient pointus, originaux ou même fantasques, il y aura forcément une page web qui pourra vous apprendre quelque chose sur ces sujets. Et si dans l'immense majorité des cas, les sites affichent clairement leurs objectifs, vendre, divertir, informer ou encore permettre de communiquer plus facilement, certaines pages internet sont bien plus déroutantes. Je vous invite donc à m'accompagner dans une réelle séance d'archéologie numérique qui prendra la forme d'un iceberg. On survolera dans un premier temps la partie visible depuis la surface, pour progressivement s'aventurer dans sa partie immergée, avant d'explorer les abysses d'internet. Nous commencerons donc par quelques sites étranges ou visuellement originaux avant de visiter les sites les plus dérangeants de l'histoire numérique. Je précise que cet iceberg ne vient pas de Reddit, je l'ai fait moi-même en compilant les sites les plus étranges que j'ai pu trouver afin de ne garder que les plus intéressants et surtout de pouvoir monter crescendo dans l'étrangeté. Certaines entrées de cet iceberg auraient mérité des heures de présentation, mais je vais essayer de coller aux exigences du format en passant rapidement sur certains et en m'attardant beaucoup plus sur d'autres. Et le plus important, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, c'est parti. Le pire site internet du monde.com. Commençons tout doucement cet iceberg avec ce site. À lire son URL, l'intention de cette plateforme semble claire, être le pire site internet. Bon, alors déjà, le format d'affichage est effectivement désastreux, et le web design est, on va dire, particulier. Le site propose, avec beaucoup de sérieux, tout un tas de conseils pour rendre votre site le plus immonde possible. Une section du site expose même les polices de caractères les plus efficaces pour enlaidir une page web. Il est notamment dit de la police BrushScript que c'est vraiment la plus belle police de tous les temps, un vrai chef-d'œuvre. Utilisez toujours BrushScript dans vos entêtes et titres. Pareil pour le Comic Sans. Si vous cherchez à créer une atmosphère relaxante, utilisez le Comic Sans. Les gens se sentiront les bienvenus. Et plus généralement, le site propose gracieusement de précieux conseils d'ordre esthétique pour rendre votre site encore plus laid, comme par exemple en préconisant l'emploi de la couleur jaune sur un fond blanc. Alors oui, ce site est vraiment très moche et empli de second degré, mais la suite du classement va rapidement nous apprendre qu'il est très loin d'être le pire site que l'on puisse trouver sur internet. Très loin de là. Simulationargument.com. Ce site est... C'est juste un amas d'informations qui ont été méticuleusement collectées dans le but de prouver la théorie selon laquelle nous serions en train de vivre dans une simulation. Donc si vous vous êtes déjà dit que le réel était une notion très relative et qu'il est possible que nous vivions tous dans une sorte de matrice, eh bien je vous garantis que vous aurez ici tous les arguments possibles et imaginables pour vous conforter dans cette idée. Pour être tout à fait honnête, je n'ai pas lu tous les articles présents sur le site parce que je ne pense pas réellement que nous vivions dans une simulation, mais ce site, tout comme la logique de la personne qui se trouve derrière, est vraiment étrange et méritait donc d'être cité ici. Parce que clairement, cette personne semble vraiment beaucoup y croire. FusionAnomaly.net. Lorsque l'on s'adonne à l'exploration numérique, il arrive parfois que l'on tombe sur des curiosités qui semblent provenir d'une autre époque, et parfois même d'un autre monde. Exhumer un tel artefact, si sérieux dans son absurdité, relève bien souvent du miracle. FusionAnomaly.net est l'une de ces découvertes, et croyez-moi, ça va vous retourner la tête. Il est difficile de savoir par où commencer, mais permettez-moi de vous suggérer de plonger dans Fusion Anomaly la tête la première, jusqu'à ce que vous soyez à bout de souffle et surtout d'explications. À titre personnel, j'ai commencé l'exploration de cette bizarrerie en cliquant un peu au hasard sur la page pour me retrouver sur une section du site dédiée aux ascenseurs.
répertoriant un grand nombre d'informations sur les ascenseurs d'ordre historique, étymologique et même technique. Et puis bien évidemment on peut retrouver des informations et autres fun facts sur les ascenseurs dans la musique, dans le cinéma ou dans l'art en général. Bon, essayons tout de même de comprendre ce qui se cache derrière cette si curieuse plateforme. Le nom de domaine fusionanomaly.net a été enregistré en 1999, et malheureusement l'hébergeur de ce site ne fait que mentionner que la personne derrière cette plateforme souhaitait rester anonyme. Mais on sait tout de même que la localisation indique Jacksonville, en Floride. Ce n'est pas tout à fait satisfaisant, alors rendons-nous sur la page d'accueil de ce site qui nous présente une merveilleuse animation Java. Vous savez, celle qui ne se lance jamais. Mais en cliquant sur un petit pixel jaune, on tombe sur cette page. Et à partir de là, c'est le chaos total. Chaque clic sur un lien va instantanément vous propulser vers une page aléatoire, semblable à celle consacrée aux ascenseurs. Après plusieurs heures passées sur cette plateforme, j'ai bien du mal à vous expliquer ce que je viens d'explorer. Fusion Anomaly s'apparente à une sorte de proto-Wikipédia, rempli à ras-bord de paranoïa, de pseudosciences et de délires purs et simples sur divers concepts, qu'ils soient philosophiques ou totalement anodins. Ce que j'adore dans cette curiosité numérique, c'est son style visuel incroyablement daté. Lorsque l'on atterrit sur ce site, on a l'impression d'être tombé sur une plateforme datant du début des années 2000 et tenue par un adolescent de 13 ans qui croit à tort que la couleur verte est synonyme de piratage, de zone glitchée d'internet. Et au fur et à mesure que l'on clique de lien en lien, on se rend compte que Fusion Anomaly est littéralement absurde, qu'il y a des centaines de liens qui renvoient vers des textes manifestement rédigés de manière frénétique et parfois même purement inintelligibles. Sur ce site, le lecteur devient rapidement obsédé par une seule et même question. À quoi peut bien servir fusionanomaly.net ? Eh bien, vraisemblablement à pas grand chose, mais cette plateforme reste une fascinante petite curiosité à découvrir, même s'il y a peu de chances pour que vous considériez que ce site serve réellement à quelque chose. Internet est vraiment rempli de choses bizarres, et c'est d'ailleurs pour ça que vous regardez cette vidéo, non ? Allez, site suivant. 47.net. 47.net est un site dédié au phénomène d'observation du nombre 47. Créé par un groupe se nommant eux-mêmes la Société 47, il est possible de trouver des traces de 47.net depuis le début des années 90. L'ambition de 47.net est de recenser toutes les occurrences du nombre 47 dans à peu près tous les domaines possibles et imaginables. Cela va d'une étude scientifique américaine faite sur 47 000 cobayes à un accident d'avion survenu en 1970 où 47 personnes avaient perdu la vie. Et évidemment, la plateforme recense également toutes les occurrences du nombre 47 dans l'histoire ou dans les grands textes religieux. À en croire les archives présentes sur le site, la Société 47 a comporté un grand nombre de membres, car à parcourir la plateforme, on se rend compte qu'il y a un nombre tout bonnement hallucinant de contributeurs volontaires. Il est donc étonnant de constater qu'autant de personnes sur Terre s'intéressent à l'étude des accidents d'avion dont les numéros de vol contenaient le nombre 47. Ah, Internet. Org.com. Bon, êtes-vous prêt à entendre parler d'un sujet et d'une communauté dont je vous le garantis, vous n'avez jamais entendu parler ? En fait non, soyons plus précis. Êtes-vous prêt à découvrir un phénomène que votre imagination, même boostée au maximum, n'aurait jamais pu sécréter ? Eh bien, bienvenue sur org.com. Holotypic Occlupanid Research Group, fondé en 1632. La page d'accueil de org.com affiche clairement la couleur. Il s'agit là d'un site dédié à la recherche sur les holotypiques occlupanides. Et là, vous vous demandez sûrement ce que sont les holotypiques occlupanides. Et ça tombe bien, parce qu'en cliquant sur l'image de la page d'accueil, vous tomberez sur la plus importante base de données consacrée aux holotypiques occlupanides. Cliquons donc sur la section « Que sont les holotypiques occlupanides ?» Les occlupanides sont souvent classés dans la catégorie des parasitaires et se trouvent généralement accrochés à des emballages de pâtisserie vendus en supermarchés, épiceries et autres grands centres commerciaux. Leur rythme de vie fascinant et complexe est malheureusement largement sous-étudié. Ce que l'on sait, c'est qu'ils se nourrissent des sacs en plastique qui entourent le produit en sachet, et non du produit lui-même, comme on a pu le penser par le passé. Chez la plupart des espèces, on les retrouve le plus souvent vers le centre du sac plastique. Cela nous laisse d'ailleurs à penser que la relation pourrait être davantage symbiotique que purement parasitaire. Leur étonnante diversité et leurs habitudes mystérieuses ont incité de nombreux scientifiques respectables à étudier, collecter et cataloguer des spécimens, parfois même jusque tard dans la nuit. Ce site condense plusieurs années de recherche dans la classification des occlupanides. Pour ceux d'entre vous qui ne consomment pas de pain tranché, les occlupanides ne constituent pas une partie de votre vie. Pour le reste du monde, ces petits objets sont partout, parsemant les allées et les trottoirs des supermarchés, avec une impressionnante palette de formes et de couleurs.
Vous l'aurez compris, org.com est donc un site de collectionneurs de ce qu'on appelle les bread clips. Car oui, sur internet vous trouverez toujours quelqu'un qui partage votre passion, aussi singulière puisse-t-elle être. Mais il faut tout de même saluer le colossal travail de cette communauté, qui octroie un nom latin et une description scientifique absurde à chaque modèle, afin de créer toute une mythologie autour de ces petits objets du quotidien. Prenons l'exemple des Migrugiba modestus, de la sous-famille des Acutignathidæ, une espèce encore trop peu connue des scientifiques. Ou encore la famille des Corugatidae, une espèce parasitaire qui s'attaquerait davantage aux emballages de fruits. Tout est méticuleusement archivé et directement accessible par la barre de navigation située à droite. Je vous invite donc à découvrir ce site par vous-même, car certaines des descriptions sont vraiment drôles et méritent d'être lues. C'est absurde, original, et ça ne sert littéralement à rien. Et c'est justement pour ces 3 raisons que org.com avait sa place dans cet iceberg. Pixieland.org. Pixieland.org est, je trouve, un petit bijou de web design. Alors certes, c'est très kitsch et on flirte très dangereusement avec le mauvais goût. Mais après m'être renseigné sur son propriétaire, je vous assure que son site lui ressemble vraiment beaucoup. Tout dans ce site a été soigneusement personnalisé par Randy Constant, un Américain né en 1953 qui le fait évoluer et l'alimente en contenu depuis 2001. À la base, Randy précisait poster des photographies de lui déguisé, le plus souvent en Peter Pan, dans l'espoir de trouver une petite amie. Bon, à la place, Randy récoltera, seulement quelques mois après la création de son site, un Webby Award, un prix récompensant les sites les plus originaux. Très rapidement, Randy est devenu une véritable célébrité, au point d'être invité dans les plus gros late shows américains afin de parler de sa passion pour ce qu'on pouvait déjà appeler à l'époque du cosplay. En explorant pixieland.org, on peut bien évidemment trouver une flopée de photos de Randy déguisé en toutes sortes de personnages. Mais j'ai également eu le plaisir de découvrir que Randy avait finalement trouvé une petite amie, avec laquelle il s'est d'ailleurs marié en 2009. Et à bien regarder ces photos, ça avait l'air d'être une cérémonie particulièrement fantasque. À l'image de Randy quoi. Tout est bien qui finit bien donc. Mais ne vous habituez pas trop aux histoires qui finissent bien. La suite de l'iceberg est, dirons-nous, bien plus sombre. Exitmundi.nl. Immergeons-nous maintenant dans les profondeurs du Deep Web, avec cet étrange site venu d'une autre époque. La page d'accueil d'Exitmundi.nl est particulière. Tout y est curieusement agencé, et les images rappellent une ère oubliée d'Internet, celle des sites personnels. Si aujourd'hui, des réseaux sociaux permettent à des individus de s'exprimer, sur l'Internet des années 2000, c'étaient les sites personnels qui étaient les interfaces de partage les plus répandues. Et Exitmundi vient tout droit de cette époque. Pour résumer, ce site propose un grand nombre de théories sur un sujet bien précis, la fin du monde. Vous pouvez trouver des scénarios catastrophes classiques comme la guerre nucléaire, les astéroïdes géants, les supervolcans, mais également des théories plus originales et, pour certaines d'entre elles, carrément terrifiantes. Intéressons-nous à celle-ci, la singularité technologique. Il y a cette étrange et surréaliste théorie selon laquelle l'humanité disparaîtra, la singularité technologique. À la base, il s'agissait simplement d'une hypothèse théorique informatique, mais il y a des chances que nous soyons en train de prouver que nous nous y dirigeons. Ça pourrait se produire dans les 30 prochaines années. À ce moment-là, quelque chose de vraiment bizarre se produira. Nous risquons de tous nous faire aspirer dans un trou noir où aucun être vivant n'aura été plongé, celui de la singularité technologique. Et la chose la plus bizarre, c'est que personne ne pourra te dire à quoi ça ressemblera. C'est le problème avec les singularités. Elles sont, par essence, hors de portée de notre imagination. Singularité est un mot mathématique. En gros, c'est un endroit où l'ordre mathématique devient chaotique, où la régularité devient illogique et imprévisible. Par exemple, un trou noir est une singularité. Dans celui-ci, le temps s'effondre et les lois de la physique ne s'appliquent plus. Dans les années 50, le mathématicien John von Neumann a prédit que notre société était également destinée à devenir singulière. Son raisonnement était simple. Nous inventons des choses à un rythme toujours plus rapide. Tout s'accélère, et ça accélérera jusqu'à arriver au point de rupture. L'humanité va commencer à inventer des choses nouvelles, infiniment plus vite qu'aujourd'hui. Arrivera un moment où nos inventions deviendront incontrôlables. Dans les années 90, un autre mathématicien, Werner Winge, a lui aussi fait quelques prédictions sur les signes annonciateurs de cette singularité. Et malheureusement pour nous, beaucoup ont déjà été validés. À l'orée de cette singularité, les ordinateurs deviendront de plus en plus puissants et de gigantesques réseaux informatiques apparaîtront. De plus en plus de tâches seront automatisées. Les informations et les idées s'échangeront en un claquement de doigts. Petit à petit, les humains commenceront à fusionner avec leurs ordinateurs, trouvant sans cesse de nouveaux procédés de pouvoir davantage se connecter à leur appareil. Nous serons tous technologiquement modifiés
et notre intelligence aura été augmentée. Et puis un jour, alors que personne ne s'y attendait, arrivera cette singularité. Un glitch dans une société interconnectée, provoquant une rupture subite de tous les paradigmes établis. Irrémédiablement dépendante de la technologie, l'humanité n'aura d'autre choix que de se conformer ou de faire les frais de cette singularité. Et après ça, eh bien, on ne peut pas vraiment savoir. Peut-être quitterons-nous nos corps. Peut-être qu'en fusionnant avec la machine, nous briserons totalement les barrières de nos individualités et nous ne serons plus qu'un flux de données. Peut-être deviendrons-nous une espèce de gaz violet en forme de canard, perdu dans une constellation de données, qui sait. Ou alors, peut-être que nous dépasserons les limites de notre dimension et que nous deviendrions des dieux. Ce serait carrément bizarre, non ? Pour nous, les êtres vivants, la singularité devrait être une mauvaise nouvelle. Après tout, si von Neumann et Winge ont raison, il n'y aura plus d'humains en 2030. La Terre ne sera plus qu'une planète vide. Les bâtiments abandonnés et les rues désertées. Peut-être même que la singularité aura supprimé l'univers entier, qui sait. Et quant à savoir si cette singularité apportera du bon ou du mauvais, eh bien une fois de plus, on ne peut pas répondre à cette question. Au sein d'une singularité, les concepts de bon et de mauvais auront certainement perdu tout leur sens. Superbad.com. Superbad.com n'a rien à voir avec la célébrissime comédie du même nom réalisée par Greg Mottola. Si ce film est d'ores et déjà un classique, le site Superbad.com est également un incontournable de l'internet étrange. Et si certains d'entre vous sont à la recherche d'un colossal rabbit hole où se perdre, ce site est fait pour vous. La première curiosité de ce site est sa page d'accueil, qui change très régulièrement, presque toutes les semaines pour être précis. Au moment où j'écris le script de cette vidéo, la page d'accueil du site ressemble à ça. En cliquant sur le texte, on se retrouve sur une page totalement différente. Et à chaque fois que vous cliquerez quelque part, vous serez propulsé sur une nouvelle page. De clic en clic, vous serez donc amené à vous plonger dans un contenu aléatoire, qui oscillera entre creepy et absurde. Je ne peux pas vous résumer tout ce que j'ai pu voir en errant sur cette plateforme, mais sachez que ce site est colossal et qu'il y a un nombre tout bonnement hallucinant de pages différentes, toutes plus bizarres les unes que les autres. Le but de cet iceberg n'étant pas de vous proposer une analyse poussée, voici quelques pages qui m'ont particulièrement marqué. Tout d'abord, il y a celle-ci, montrant une étrange image animée représentant un gorille. Il y a également cette énigmatique section nommée « Qu'est-ce qui se cache dans le coffre de la voiture ?», proposant tout un tas de liens, et puis celle-ci, particulièrement creepy. Mais gardez à l'esprit qu'il ne s'agit là que d'une infime partie des pages accessibles aléatoirement sur superbad.com. Sincèrement, j'ai essayé de trouver des rapports potentiels entre ces pages, et plus je passe du temps sur cette plateforme, plus je me rends compte que je suis en réalité confronté à de l'aléatoire pur. Aucune corrélation ne semble pouvoir se faire entre toutes ces pages. On sait que Superbad.com a été créé dans les années 90, et à l'époque de la découverte de ce site, il y a rapidement eu un consensus sur la prouesse technique que représentait cette plateforme. La page que je vous ai montrée tout à l'heure avec le gorille animé est l'une des plus anciennes de Superbad.com. Et les plus âgés d'entre vous savent à quel point il était rare de trouver des animations avec ce niveau de détail sur l'internet des années 90. À ce jour, Superbad.com reste un mystère que trop peu d'internautes ont tenté d'élucider. Sa taille, sa manifeste absence de propos et ce fort sentiment d'être confronté à du pur random font de Superbad.com un mystère numérique persistant que je vous invite à découvrir par vous-même. Et pourquoi pas à mener vos propres investigations. Site suivant. JohnTitor.com. JohnTitor.com est un véritable incontournable de l'internet des années 2000. Et pour cause, l'histoire de John Titor a fait beaucoup parler d'elle. Si bien que ce site est éligible au titre des étrangetés numériques les plus connues. Cette étrange plateforme compile un grand nombre d'informations sur l'activité en ligne du mystérieux John Titor. Pour faire simple, John Titor est le nom d'un supposé voyageur temporel venu tout droit de l'année 2036 et porteur d'une mission de premier ordre, sauver le monde. Pour réaliser cet objectif, John Titor a besoin de récupérer un ordinateur, mais pas n'importe quel type d'ordinateur, un IBM 5100 de 1975. Vous trouvez ça insensé ? Eh bien, laissez-moi vous expliquer plus en détail ce qui se cache derrière cet étrange site internet. L'histoire de John Titor a commencé en juillet 1998, lorsque Art Bell, présentateur du Coast to Coast EM, un talk-show radio consacré au paranormal et à l'étrange, s'est mis à recevoir un grand nombre de courriers plus ou moins troublants. Les courriers en question avaient été envoyés par un homme prétendant être un soldat américain et semblant en savoir beaucoup sur le voyage dans le temps. Dans ses lettres, ce soldat américain précisait que le voyage dans le temps a été rendu possible en 2034 et déclare qu'il est matériellement impossible de voyager après l'année 1564.
Voici un extrait du courrier qui a été lu aux auditeurs de l'émission Coast to Coast AM en 1998. Cher Art, le voyage temporel a été rendu possible en 2034. Suite à de fructueuses recherches sur les réacteurs à fusion, certains scientifiques du CERN ont décidé d'aller plus loin et de créer le premier moteur à singularité du monde. Pour faire simple, cette machine permet de faire virevolter certaines singularités à l'intérieur d'un champ magnétique. En manipulant la vitesse et la direction de rotation, il est alors possible de se projeter dans le passé ou bien dans le futur. Il faut voir le temps comme un enchevêtrement de lignes interconnectées. Quand vous allez dans le passé, vous voyagez en quelque sorte sur votre timeline originelle. Lorsque vous éteignez la machine, une nouvelle timeline est alors créée. En d'autres termes, ça crée une nouvelle dimension à chaque fois que l'on voyage dans le temps. Ce soldat américain donnait alors quelques précisions, en ajoutant qu'en 2564, le monde que nous connaissons n'existe plus, et que tout n'est que ténèbres, vide intersidéral et silence profond. D'après ces analyses, la fin de notre planète aurait été causée par une gigantesque bombe nucléaire, venue tout droit d'Irak, dans le cadre d'une escalade du conflit au Moyen-Orient. Mais outre cet échange avec l'émission radiophonique, ce soldat américain se montrait très actif sur les forums internet du début des années 2000. Le 2 novembre 2000, un curieux utilisateur du nom de Time Travel Zero rédigea un étrange post sur un forum consacré justement au voyage temporel. Son premier message traitait d'une manière très sérieuse et méthodique des tenants et aboutissants du voyage temporel, de retours d'expérience personnelle, de considérations techniques ou encore d'explications méticuleuses des risques encourus par les voyageurs temporels. Bref, tout y passe. Il faudra cependant attendre l'année 2001 pour que Time Travel Zero décide de se renommer en John Titor et d'inaugurer ce changement de nom par un post sur le forum justement dédié à l'émission Coast to Coast AM. Salutations, je suis un voyageur temporel venant tout droit de l'année 2036. Je suis actuellement en train de tout faire pour retourner à mon époque, après avoir finalement réussi à obtenir un IBM 5100 datant de 1975. Ma machine est une unité stationnaire de déplacement temporel, assemblée par General Electric. Cette unité est alimentée par 2 topspins de singularité doublement positive, produisant une sinusoïde de Tipler standard. Je serais heureux de vous partager des photos de cet appareil. Et c'est ce qu'il a fait. À partir de là, les posts de John Titor ont commencé à faire beaucoup parler d'eux. Et ce mystérieux voyageur d'un autre siècle n'était pas avare en détails. D'ailleurs, il a également répondu à la question qui brûlait les lèvres de tous les observateurs de l'époque. Pourquoi avoir besoin d'un vieux modèle d'ordinateur de 1975 ? Eh bien, John Titor a simplement répondu que les vieux ordinateurs IBM avaient une fonction cachée, leur permettant de lire de vieilles lignes de code antérieures au premier langage de programmation et notamment ce que l'on appelle le BASIC. Et c'était bel et bien vrai. En effet, un des ingénieurs d'IBM ayant travaillé sur ce modèle spécifique d'ordinateur a précisé qu'effectivement, ce modèle d'ordinateur de 1975 était bien capable de réaliser ce type d'opération. Cette révélation a alors agité la toile, car très peu de personnes, même parmi les passionnés d'informatique de l'époque, étaient au courant que ce modèle spécifique avait ce type de fonctionnalité cachée. Le dénommé John Titor abreuvera alors, pendant de nombreuses années, l'Internet encore balbutiant de prédictions diverses et variées. Mais malheureusement pour la beauté de cette étrange histoire, toutes les prévisions de John Titor ne vont pas s'avérer exactes. John avait notamment prédit que le fameux bug de l'an 2000 allait impacter durablement les sociétés occidentales, ce qui n'a évidemment pas été le cas. Pas plus qu'une guerre civile allait éclater aux États-Unis, menant ainsi à la destruction de nombreuses grandes villes du pays et que la ville d'Omaha au Nebraska allait remplacer Washington DC au titre de nouvelle capitale du pays. Mais si ces prédictions se sont avérées fausses, John Titor savait quoi répondre. Puisque les voyages dans le temps créent de nouvelles dimensions, alors il est normal que notre réalité soit différente de celle dont il est originaire. Il précisait en effet que votre dimension est différente de la mienne de l'ordre de 2,5%. C'est une estimation faite à partir des données que j'ai pu recueillir depuis mon arrivée en 1975. De ce que je peux vous dire, vous vous dirigez tout de même vers les mêmes événements que ma dimension a pu vivre en 2036. Toutefois, la nature même du voyage dans le temps induit que chaque dimension est unique, et que vous contrôlez parfaitement ce que vous faites et comment vous y arrivez. D'ailleurs, le simple fait que je sois ici affecte immanquablement ma timeline. Mais en dépit de ces quelques prédictions ratées, John Titor est certainement la personne prétendant voyager dans le temps qui a prédit le plus de choses exactes, et parfois même de manière très troublante. Par exemple, le CERN, situé en Suisse, est bel et bien doté du plus grand et plus performant accélérateur à particules du monde, mais il n'a été mis en fonction qu'en 2008, soit près de 10 ans après que John ait précisé que le voyage temporel était justement né dans les laboratoires du CERN.
Je ne vous ai volontairement pas révélé tous les détails de cette curiosité numérique du début des années 2000, mais je vous invite vivement à découvrir ce mystérieux site internet, car certaines prédictions de John Titor se sont avérées exactes, et étaient tellement spécifiques que ça en devient parfois troublant. Très troublant. Allez, prochain site. projectpegasus.net. Ce site, tout simple d'apparence, peut sembler relativement banal, mais je vous assure qu'il y a de quoi se perdre dedans pendant de très longues heures. projectpegasus.net est un site dédié au projet du même nom, et qui serait un projet du gouvernement américain impliquant, une fois de plus, le voyage temporel. À parcourir les pages de ce site, on apprend que ce projet aurait été initié dans les années 60, en envoyant des enfants à des époques différentes pour une opération top secrète de défense. Ce site internet traite principalement de l'histoire d'Andy, surnom donné au premier enfant voyageur temporel. Le site nous apprend également que ce cher Andy est devenu un adulte et que son vrai nom est Andrew Basiago. Il est possible de trouver beaucoup de liens renvoyant à des extraits de conférences où Andrew est intervenu par le passé. Et chacune de ces interventions est tout bonnement lunaire. Mais le plus curieux, c'est qu'Andrew Basiago est également avocat à Seattle, et qu'il continue encore aujourd'hui d'administrer le site Project Pegasus. Aujourd'hui encore, des gens s'interrogent sur le Project Pegasus, et Andrew se fait un plaisir de répondre aux caméras du monde entier. Le mystère étant d'ailleurs entretenu par ce type de vidéo postée en 2012, qui montre des photos supposément prises 4 ans plus tard, à l'occasion des élections présidentielles américaines de 2016. Ce qui est un peu étrange, c'est qu'Andrew Basiago s'est bel et bien présenté cette année-là au présidentiel. Mais en tant que candidat indépendant, et il est fort probable qu'il n'ait jamais bénéficié d'un tel engouement populaire, contrairement à ce qu'aimerait nous faire croire la photo. 7y.info. 7y.info est probablement le labyrinthe numérique le plus vaste qu'il m'a été donné de visiter. En arrivant sur le site, l'utilisateur est instantanément propulsé dans un espace chaotique, coloré et rempli de liens dissimulés ici et là. Et chose intéressante, à chaque fois que l'on rafraîchit la page, cette dernière change et une page différente apparaît. Comme si ce site était vivant et en perpétuelle mutation. En cliquant un peu au hasard sur les différents liens dissimulés, il est parfois possible de tomber sur des vidéos YouTube, très étranges qui ne nous aident malheureusement pas à comprendre ce dans quoi nous avons mis les pieds. Bien au contraire. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, vous devriez vous souvenir du site internet Divet Bridal, une plateforme improbable dédiée à un petit magasin de robes de mariée situé en Floride, lui aussi parsemé de liens renvoyant vers d'étranges images. Eh bien, 7y.info est relativement similaire dans son esthétique désordonnée, mais en creusant un petit peu, on s'aperçoit rapidement que l'étrangeté de cette plateforme est au moins 10 fois plus intense que pour le site Divet Bridal. Bon, essayons d'y voir plus clair, parce que là, j'avoue ne pas comprendre ce que je suis en train d'explorer. En analysant le code source de la page et en élargissant la recherche à l'ensemble des sites référencés sur Google, il est possible de découvrir plus d'une centaine de petits sites indépendants qui renvoient vers 7y.info. À la découverte de cette nuée de sites, une question se pose alors. Qui serait prêt à dépenser autant d'argent pour améliorer le référencement d'un site si chaotique et à première vue dépourvu de toute utilité ? En creusant un peu, il est possible de tomber sur ce thread 4chan, datant de 2010, au sein duquel les enquêteurs numériques ont révélé avoir trouvé le profil Twitter du créateur de cette étrange plateforme. Mais avant de nous intéresser à son potentiel créateur, utilisons la Wayback Machine, afin de voir de quelle manière ce site web a évolué année après année. Le premier snapshot de ce site date donc de juillet 2008, et il est possible de découvrir que cette plateforme possédait, dans un premier temps, une page d'accueil dédiée.
À partir de 2010, il est possible de remarquer que le créateur de ce site avait pris le parti de copier-coller le thread 4chan en filigrane, un peu partout sur le site, comme pour montrer aux enquêteurs numériques qu'ils étaient observés. En utilisant TinEye, un logiciel permettant de faire des recherches inversées d'images, on se rend compte que les images présentes sur 7y.info viennent de littéralement partout sur internet. Blog, Tumblr, vieux sites, thread 4chan, bref, une belle synthèse visuelle et psychédélique d'internet. En traînant encore un peu sur ce site et en n'hésitant pas à cliquer un peu partout, il est possible de tomber sur un lien renvoyant vers un site, stats.michaelguidetti.info. Sur ce site, rien d'autre qu'un étrange visuel accompagné d'un nom, Michael Guidetti, d'une adresse mail ainsi qu'un profil Twitter. Et en arrivant sur Twitter, on y découvre un indice des plus précieux. Tout d'abord, ce profil Twitter a été créé quelques mois seulement après 7y.info. Et en faisant quelques recherches sur le mystérieux Michael Guidetti, il est possible de remarquer que ce cher Michael avait enregistré plus d'une 50aine de sites et aucun d'entre eux ne semble avoir de but précis. Mais c'est une recherche Google qui nous permet d'apprendre que le dénommé Michael Guidetti semble relativement actif au sein de la communauté du digital art. Est-ce que tout cela n'est qu'une œuvre d'art expérimentale ? Un jeu en réalité alternée bien trop cryptique pour que quiconque ait été en mesure de le comprendre? Ou bien une intelligence artificielle programmée pour empiler sur une plateforme des images et morceaux de texte glanés ici et là sur internet pour alimenter cette page? Le mystère reste entier. Universepeople.com. Parfois, il arrive que l'on découvre quelque chose de tellement bizarre et haut perché que l'on se demande si ça a été fait au premier degré ou non. La frontière entre absurde et sérieux est alors si fine que l'esprit humain ne sait pas comment se positionner. Universepeople.com est de ce type de découverte. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, ce que vous allez voir a vraiment été fait au premier degré. Le peuple de l'univers, aussi appelé le peuple cosmique des pouvoirs de la lumière, est une religion née en République tchèque et en Slovaquie au milieu des années 90. Cette religion est basée sur un système de croyance selon lequel des civilisations extraterrestres seraient en communication directe avec Ivo Benda, le créateur de ce mouvement. Depuis 1997, Ivo Benda et d'autres individus haut placés dans cette organisation prétendent entretenir des rapports diplomatiques avec des civilisations extraterrestres. D'après le fondateur de ce mouvement, les civilisations extraterrestres commandent une flotte de vaisseaux spatiaux menée par Ashtar, le grand commandant galactique. À bien lire ce site, dont on peut d'ailleurs relever la singularité esthétique, il est possible d'apprendre qu'Ashtar est actuellement dans sa navette spatiale en orbite autour de la Terre. Ces ovnis seraient donc cachés aux alentours de la Terre afin de surveiller secrètement les humains, pour savoir lesquels seront suffisamment purs pour être abductés vers une nouvelle dimension. La doctrine de ce mouvement est un mélange de considérations ufologiques, de christianisme et de théorie du complot. Et autre élément important de cette pensée, les membres du mouvement doivent se méfier des technologies modernes et de mécanismes de contrôle de la société. Pour eux, les médias mainstream sont des outils d'oppression et de manipulation. Mais cette haine des médias semble toutefois ne concerner que les adeptes, car Ivo Benda ne se prive pas pour faire le tour des plateaux télévisés tchèques dans l'optique de faire la promotion de son mouvement. La propagande enthousiaste des membres du peuple de l'univers sur internet est d'ailleurs terrifiante. Déjà, il faut bien avouer que ce site est particulièrement kitsch et annonce d'une certaine manière directement la couleur. Nous sommes bel et bien sur une plateforme cherchant à convaincre un maximum de personnes de la nécessité de se rallier à leur cause. Pour Universe People, on peut clairement parler de cybersectarisme. En effet, des messages informatifs mettant en garde les lecteurs contre la surveillance généralisée qu'ils imaginent ont été rédigés dans un nombre hallucinant de langues. Ajoutez ensuite le fait que les membres de ce mouvement sont connus pour spammer ces images un peu partout sur le net et vous obtenez une organisation sectaire sévissant en ligne dans la plus crasse des impunités depuis près de 20 ans. Osanawan.com. Osanawan.com est une expérience à part entière, doublée d'un gigantesque tunnel. Et une vidéo de 30 minutes ne suffirait pas à tout traiter, mais commençons par la page d'accueil de ce site. Voilà, bienvenue au royaume du mauvais goût. À lire cette première page, Osanawan.com était un site consacré à l'élevage de lévriers afghans. Vous pouvez y trouver tout un tas d'informations sur l'élevage de cette race de chiens, savoir quand et comment les nourrir, comment les éduquer, etc. Mais waouh, quel design! La Wayback Machine permet de consulter le site tel qu'il était à sa création en 1999, et à cette époque, Osanawan.com
ressemblait à ça. Nous pensons que les lévriers afghans font partie des plus belles créatures jamais créées. Visitez la page d'accueil Hosanna Lévrier Afghan pour accéder à une douzaine de magnifiques photos de nos merveilleux lévriers. Le triple A de AAA World Wide Web Publishing signifie Afghan, Afghan, Afghan. Et comme nous avons des compétences en fabrication de sites internet, autant en faire profiter tout le monde. Et puis, petit à petit, le sujet commence à s'éloigner des chiens pour se centrer sur Dieu. Bon, retournons sur la dernière version du site. Le fait de cliquer sur le gros chien blanc amène à une vidéo YouTube, au sein de laquelle une personne nous montre tous ses diplômes et certifications en élevage canin. Et puis, à regarder la chaîne YouTube en question, eh bien, elle a l'air tout à fait normale. Mais pourquoi ce site est si bizarre ? Intéressons-nous à la personne qui est derrière cette bien étrange plateforme. Sur Hosanna One, il est possible de trouver un certain nombre de petits messages, n'ayant rien à voir avec les chiens, au sein desquels l'administrateur de ce site râle sur divers sujets. J'ai quitté Twitter, désactivé mon compte et l'application le lendemain du jour où ils ont viré mon président, le meilleur président que j'ai connu. S'il n'est pas assez bon pour Twitter, alors c'est que Twitter n'est pas assez bien pour moi. Je ne toucherai même pas TikTok avec un bâton, c'est la propriété du Parti communiste chinois. J'ai aussi dégagé Amazon et j'évite Google le plus possible. Je préfère utiliser DuckDuckGo. Je suis Linda Farley, mère de 6 enfants, 21 fois grand-mère et membre fondateur de la soi-disant droite conspirationniste. Bon, au moins les présentations sont faites, et à première vue, cette chère Linda semble particulièrement véhémente. Cherchons davantage d'informations. À partir de cette page d'accueil consacrée à l'élevage de chiens, on peut également tomber sur un jukebox, sur un autre site tenu par Linda, sur lequel elle présente le van qu'elle a elle-même décoré. Et à bien lire les inscriptions présentes sur les vannes, il semblerait que cette chère Linda soit réellement obsédée par l'idée de liberté. Et toujours cette étrange esthétique. Depuis la page principale, il est possible de tomber sur une page qui... Donc, outre sa passion pour les lévriers afghans et la décoration de vannes, il semblerait que Linda soit une militante pour la liberté. Et plus spécifiquement pour la liberté des fumeurs. Pour résumer, Linda n'admet pas qu'il y ait des zones non-fumeurs aux États-Unis. Et elle aimerait visiblement pouvoir fumer partout et tout le temps. En gros. Mais au sein de cette page chaotique, on peut également trouver un lien qui renvoie vers un nouveau site administré par Linda et un ami à elle, le Parti des fumeurs américains. Et pour faire simple, c'est un amas de théories conspirationnistes sans queue ni tête, mêlant tabac, réchauffement climatique et autres références à l'Allemagne des années 30. Croyez-moi, hosannaone.com est un gigantesque patchwork d'une bizarrerie sans nom. Cette petite fenêtre colorée renseigne sur l'état d'esprit très particulier et sans mesure de sa créatrice. Au fur et à mesure des années, le petit site consacré à l'élevage de chiens s'est mué en un monstre numérique, chaotique et absurde, qui risque de dériver des années encore dans les limbes d'Internet. Thisman.org. En janvier 2006, une patiente d'un célèbre psychiatre new-yorkais lui présentait un dessin représentant le visage d'un homme qui apparaissait très fréquemment dans ses rêves. À de multiples reprises, celui qu'elle désigne comme étant cet homme lui a donné de précieux conseils sur sa vie privée. En dehors de ses périodes de sommeil, la jeune femme assurait cependant à son médecin ne jamais avoir rencontré cette personne. Les jours passent et le croquis de cette femme reste sur un coin du bureau du psychiatre. Mais quelques jours plus tard, un autre patient prend place face au bureau et reconnaît instantanément ce visage. Ce nouveau patient précise alors au médecin que cet homme lui rend souvent visite dans ses rêves, tout en lui assurant lui aussi de l'avoir jamais croisé dans la réalité. Le psychiatre américain prit alors le parti de transmettre cet étrange portrait robot à certains de ses confrères, afin qu'ils puissent le montrer à leur tour à leurs patients. Quelques mois plus tard, 4 nouveaux patients affirment l'avoir croisé régulièrement dans leurs rêves, et tous ces patients se réfèrent à lui en l'appelant cet homme, Thisman en anglais. Depuis janvier 2006, que ce soit à Los Angeles, Berlin, Sao Paulo, Téhéran, Pékin, Rome, Paris, Stockholm ou encore New Delhi, près de 2000 personnes ayant vu ce portrait étaient d'accord sur un point. Cet homme leur rend visite dans leurs rêves. Cependant, si beaucoup de personnes voient cet homme une fois endormi, personne ne semble pouvoir mettre la main sur lui dans le monde réel. D'où l'utilité de ce site. Créer un endroit où tous les individus voyant cet homme dans leurs rêves pourraient se retrouver et partager leurs expériences. Et surtout, essayer de savoir qui est réellement cet homme. Thisman.org propose alors différentes sous-sections, répertoriant pour certaines d'entre elles des retranscriptions détaillées de ses rêves, divers portraits réalisés par des personnes ayant croisé sa route dans le monde des songes, ou encore des théories, afin d'essayer de percer le mystère de ces curieuses apparitions.
Parmi les différentes théories avancées, on peut notamment citer celle de l'archétype, celle du surfeur des rêves, ou encore celle de l'imitation des rêves. La théorie de l'archétype s'appuie sur les travaux de Carl Gustav Jung, fondateur de la psychologie analytique. Selon cette théorie, celui que l'on dénomme cet homme appartiendrait en réalité à l'inconscient collectif et surgirait dans l'esprit des individus exposés à des événements traumatiques. La théorie du surfeur des rêves est quant à elle certainement la plus attrayante, mais également la plus ésotérique. Cette théorie avance que cet homme serait bel et bien un réel individu ayant l'incroyable faculté de pénétrer les songes de ses semblables, grâce à des facultés mystérieuses. Enfin, la théorie du mimétisme des rêves met en avant des considérations de psychosociologie pour expliquer ce curieux phénomène. Pour faire simple, lorsqu'une personne est confrontée à cette étrange histoire, il y a de fortes chances que l'image de cet homme s'imprime dans son esprit, et qu'une fois en train de rêver, il ressurgisse inconsciemment dans ses rêves. Se crée alors un effet boule de neige, selon lequel plus les gens sont exposés à ce portrait robot durant leur journée, plus il y a de chances que ce visage réapparaisse pendant les phases de sommeil. Je trouve ce site particulièrement passionnant, et je vous invite vivement à parcourir cette plateforme afin d'en apprendre davantage à ce sujet. Toutefois, même si cette histoire est attrayante et particulièrement bien ficelée, il ne faut pas pour autant abandonner tout esprit critique. Et de rapides recherches vous permettront d'apprendre qu'un Italien, expert en marketing digital, se cache en réalité derrière tout ça. Et c'est la fin de cette petite séance d'archéologie numérique et donc de la première partie de cet iceberg. J'espère que vous avez apprécié ce petit tour d'horizon des sites les plus étranges d'Internet. La prochaine vidéo traitera donc de la partie la plus sombre de cet iceberg. Des sites qui, en plus d'être bizarres, ont été la source de véritables drames bien réels. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne, et pour être informé de la parution de la dernière partie de cet iceberg. Et comme d'habitude, j'attends vos avis en commentaire. Merci d'être resté jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Obscuria.